Journal vous est présenté par de l'industrie. Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Voici le sommaire de ce soir. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Retirez vos mains du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, à cesser d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Ce sont là les mots prononcés par le pape François qui est décédé ce lundi 22 avril à Rome lors de sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. Un discours qui a retenti comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. Patience Lokeke. Bien que le pape n'était pas africain, il s'est montré très attaché à l'Afrique, particulièrement à la RDC. Il n'a jamais hésité à dénoncer l'exploitation de l'Afrique et à défendre la dignité des peuples opprimés. Sa visite apostolique de janvier 2023 reste gravée dans les mémoires congolaises comme un moment historique. Devant les autorités congolaises, la société civile et les corps diplomatiques réunis au Palais de la Nation, les souverains pontifes avaient livré un discours d'une intensité rare condamnons les injustices historiques et contemporaines subies par la RDC. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Il est le premier pape à fouler le sol congolais depuis Jean-Paul II en 1985. Le pape François avait rassemblé de foules immenses au stade de Martyrs. Là encore, il avait fustigé le tribalisme, la haine, la corruption, tout en appelant le jeune à construire un avenir plus juste. Les Congolais en particulier garderont un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François. Ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Orbi, ont toujours porté une attention spéciale à la République démocratique du Congo, invoquant la paix et la réconciliation pour notre nation. Son décès laisse un vide immense au sein de la communauté catholique congolaise, mais aussi dans le cœur des millions de Congolais qui ont vu en lui un frère, un défenseur, un prophète des vérités. Kinshasa se souviendra longtemps d'un pape qui a osé parler là où autant d'autres se sont tus. Du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, à cesser d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Ce sont là les mots prononcés par le pape François qui est décédé ce lundi 22 avril à Rome lors de sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. Un discours qui a retenti comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. Patience Lokeke. Bien que 2025, la rédaction de Géopolis s'intéresse à la procédure devant conduire au choix du nouveau souverain pontife. Comment l'Église va-t-elle s'y prendre et quelles étapes va-t-elle suivre jusqu'à son remplacement? Des réponses dans cet élément de Francine Moukeba.
La mort du pape François est une triste nouvelle non seulement pour les fidèles catholiques du monde entier qui pleurent leur souverain pontife, mais aussi et surtout pour les gouvernements du monde qui saluent la mémoire d'un grand leader religieux de renommée mondiale. Sa disparition soulève les débats sur le procédure de sa succession et sur les déroulements du deuil. L'abbé Sylvain Temboué qui vit au Vatican nous en donne les détails. Bonjour Francine. Ici au Vatican, il se raconte beaucoup de choses, mais il y a une constitution de l'Église catholique romaine qui prévoit qu'après la mort du pape, d'abord il faut constater la mort du pape. Ça, je devrais vous expliquer rapidement. C'est-à-dire, quand un pape meurt, le cardinal Camerlingue va avec un petit marteau, il lui tape sur la tête en l'appelant 3 fois par son prénom. Et puis après, il sort sur cette fenêtre où apparaissaient les papes pour dire en latin « Non habemus papam », nous n'avons plus de pape, pour dire officiellement que le pape est mort. Pourquoi ça? C'est une longue tradition parce que dans l'Église, il s'est passé que on a eu déjà 2 papes. Un pape qui est dans le coma, ils sont passés vite à l'élection des nouveaux papes et puis celui qui était dans le coma s'est remis. Et on s'est retrouvé à avoir 2 papes. Alors depuis, on a mis en place cette procédure qui veut que le cardinal Camerlingue puisse constater le décès du Saint-Père et l'annoncer au monde entier. Et la procédure veut qu'il y ait 9 jours de deuil, et puis entre 12 et 15 jours du conclave. Le conclave, c'est cette grande réunion qui a lieu dans la chapelle Sainte-Sixtine, là au Vatican, qui réunit tous les cardinaux électeurs. Il y a des cardinaux qui ne peuvent pas élire, mais il y a ce que nous appelons les cardinaux électeurs pour pouvoir procéder à l'élection du prochain pape. Et le prochain pape, lorsqu'il est élu, c'est la fumée blanche qu'on voit au Vatican s'ils se mettent d'accord sur qui peut succéder au trône de Saint-Pierre. Signalant que le pape François est mort à l'âge de 88 ans, un mois seulement après sa sortie de l'hôpital où il suivait un traitement contre la pneumonie infectieuse. Il est apparu en public pour la dernière fois dimanche 20 avril lors de la célébration de Pâques sur la place Saint-Pierre au Vatican. Ce soir, dans ce journal, avec notre intervenant, il s'agit de José Junior Owawa. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis et Télévision. Le pape François est parti. Quelles sont les étapes à suivre pour organiser sa succession? Oui, effectivement, il a dans la constitution de l'Église catholique, la constitution de 1996, il est prévu notamment l'élection de ce pape-là parce qu'il y a eu l'annonce justement aujourd'hui, le 21 avril 2025, il faut au maximum 11 jours pour observer, pour parvenir à l'élection du nouveau pape. Il y a un certain nombre de cardinaux qui vont faire le déplacement du Rome, notamment les cardinaux qui vont venir d'Afrique et ceux qui vont venir d'Europe, bref, du monde entier. Ils sont au total 120 cardinaux qui doivent participer à cette élection pendant un certain moment, une certaine période, au niveau justement de la basilique, au siège du Vatican, justement pour participer à cette élection. Il y aura une élection qui va consister tous les cardinaux qui vont venir à travers le monde pour que celui qui va être déclaré élu pape par le cardinal qui assure aujourd'hui l'intérim de cette fonction doit remplir les conditions, notamment l'élection, les votes par au moins 2 tiers de nombre de cardinaux qui sont sur place à Rome maintenant, qui doivent être sur place à Rome pour participer à cette élection. Après cette élection, il va falloir organiser justement les élections qui peuvent se passer, mais on a besoin qu'après cette élection, qu'il y ait un cardinal qui se dégage. Parce que tous ceux qui ont moins de 80 ans sont électeurs, sont éligibles et électeurs au même moment. Okay. Quand ils auront rempli cette condition, ils vont participer à cet exercice-là pour parvenir à l'élection du successeur de l'apôtre Pierre. Et quand celui-là va réunir les 2 tiers de voix, on va le proclamer pape
par l'annonce, ce qu'on appelle le fameux Abemus Papa, donc la fumée blanche qui va sortir. Ça va prendre 11 jours à dater du décès du pape. Alors, José Junior, quels sont les nouveaux défis du prochain souverain pontife? Oui, les défis, comme le pape François l'a dit, depuis l'élection, depuis la mort, la disparition, la démission du pape Benoît XVI, il a eu beaucoup de questionnements autour de comment l'Église va se diriger, parce que c'est une Église qui est vieille de plus de 2000 ans. Aujourd'hui, l'Église catholique semble être inadaptée par certains sur le plan de ce qu'on va dire, sur le plan de l'adaptabilité de la situation actuelle, notamment la mondialisation. Aujourd'hui, vous savez, le phénomène qu'on appelle le phénomène gay, qui pose beaucoup de problèmes à travers le monde. Dans l'Église catholique, on ne permet pas au pape et aux prêtres de pouvoir célébrer et consacrer ce genre de mariage. Mais dans l'Église, on dit qu'il faut nécessairement pouvoir travailler. Le pape était parmi les dignitaires de l'Église catholique qui ont montré leur sympathie à cette pratique, que non, c'était la liberté. Et les gens peuvent aussi se définir que si jamais on a besoin d'avoir un partenaire de son sexe qu'on aurait voulu, on peut s'engager. Mais c'est parmi les défis. Aujourd'hui aussi, c'est le défi au niveau de la mondialisation qui est en train de déstructurer justement la... plus beaucoup de rites et de rituels qui doivent être conservés, malheureusement, qui semblent être dépassés aujourd'hui, devenus obsolètes avec le monde actuel. Donc le nouveau pape a besoin de concilier tout cela, et aussi au-delà de mariage gay, il y a aussi le mariage de propre pape, il y a le propre prêtre de l'Église catholique. Il y a beaucoup de prêtres dont on accuse aujourd'hui d'avoir des relations qui violent leur vœu de chasteté. Vous savez que le pape François était jésuite. Jésuite, c'est notamment parmi les devises de leur congrégation. C'est aussi, entre autres, la chasteté, déclarer la chasteté, l'obéissance, tout ce qui vous concerne comme la pauvreté. Aujourd'hui, on a beaucoup de prêtres qui sont accusés de faire du commerce. Il y a beaucoup de prêtres qui sont accusés d'avoir des familles déjà composées avec des femmes et enfants. Donc, ce sont les choses que le pape, le futur pape doit pouvoir travailler pour justement adapter les réalités de la société actuelle avec les doctrines de l'Église. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci à vous, José Junior. Vous avez un petit mot à glisser avant de nous quitter? Non, tout simplement, c'est un pape, il a régné pendant 12 ans, depuis 2013 qu'il a été pape de l'Église catholique. Il a marqué son temps, il a été un pape qui a été présenté comme étant révolutionnaire, qu'on soit catholique ou pas. On a quand même le devoir de pouvoir présenter une condoléance et de géopolice à toute l'Église catholique qui a perdu ces grands hommes d'Église, qui a été au Congo. Vous l'avez rappelé, vous l'avez rappelé son engagement pour la RDC, son engagement pour la paix et la sécurité dans notre pays. Vous avez suivi son homélie ici à Kinshasa, lors de son dernier séjour à Kinshasa, où il a demandé à ce que les armes puissent cesser à l'est du pays. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, sa parole n'a pas porté suffisamment de fruits, parce qu'aujourd'hui, on assiste toujours à cette situation où nous avons toujours ce problème d'insécurité dans la partie orientale du pays. Ça montre que sa mort, c'est aussi une question d'actualité pour la RDC, non seulement parce que nous sommes catholiques pour la plupart ici, mais aussi parce que c'est un acteur politique qui a pu travailler pendant un certain moment. Voilà, merci à vous, José Junior Owawa, pour cette intervention. Merci beaucoup, madame. Parlons politique à présent. Les autorités congolaises ont annoncé l'ouverture des poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé de participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le M23. En même temps, le gouvernement a annoncé la suspension des activités du PPRD entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur. La relation s'est fortement dégradée jusqu'à déboucher sur une situation de quasi-confrontation. Cette réalité est récurrente dans plusieurs pays sur le continent africain où les anciens chefs d'État ont souvent des relations difficiles, empreintes de suspicion et méfiance avec leurs successeurs. Patrick Ilunga.
Le ministre de la Justice persiste. Les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et ses complices responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC à travers le mouvement terroriste AFC M23, les mesures de saisie de leurs biens mobiliers et immobiliers ainsi que la restriction de leurs mouvements restent de stricte application. Duralex Cedlex a déclaré Constant Moutamba. Les pouvoirs publics ne s'embarrassent plus de la réserve. Ils devraient ouvrir un procès contre l'ancien chef de l'État. Les inimitiés d'antan sont à leur paroxysme. Il y a 6 ans pourtant, la formidable passation civilisée de pouvoir entre un Joseph Kabila, président sortant, et un Félix Tshisekedi, président élu, laissait penser que la RDC inaugurait une ère nouvelle. Mais la bonne entente et l'idylle n'avaient duré que quelques mois, laissant place à la méfiance, à la suspicion et maintenant à la quasi-confrontation. Cette malheureuse tournure de l'histoire rappelle que l'Afrique n'a pas fini avec les démons de suspicion entre présidents prédécesseurs et successeurs. L'exemple le plus douloureux a été vécu au Cameroun en 1984 où, après avoir été célébré en héros 2 ans auparavant, le premier président Amadou Ahidjo avait été condamné à mort sous l'égide de son successeur à qui il avait pourtant cédé volontairement le pouvoir 2 ans auparavant. Soupçonné d'avoir soutenu une tentative de putsch contre son successeur Paul Biya, Amadou Ahidjo avait été condamné à mort. Ces démêlés judiciaires l'avaient condamné à l'exil. Ahidjo n'était jamais retourné dans son Cameroun natal jusqu'à ce que la mort le surprenne au Sénégal en novembre 1989, exactement 7 ans après son départ du pouvoir. Aujourd'hui encore, il repose dans un cimetière dans son pays d'exil au Sénégal, Paul Biya n'ayant jamais pardonné son soutien aux putschistes. Au Sénégal, actuellement, une rivalité semblable pourrait se jouer contre l'ancien président Macky Sall. Un procès pourrait s'ouvrir contre lui sous la houlotte du camp d'Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Au Kenya, la même tension était perceptible entre Uhuru Kenyatta et son successeur William Ruto, avec seule particularité, le président en place n'a pas contraint son prédécesseur à l'exil. En Angola, au Tchad, en Centrafrique, la tendance à l'inimitié entre 2 chefs d'État est presque la règle. Comme celle annoncée par le ministre de la Justice à l'encontre de Joseph Kabila est-elle légale en l'absence d'un jugement définitif? Maître Mbadi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, nous éclaire sur la question. Il a été joint au téléphone par Rachel Misenga. Ou immobilier d'un prévenu. Mais cette procédure de saisie des biens mobiliers ou immobiliers d'un prévenu n'est pas automatique. Pour que l'on arrive à mettre la main à saisir ces biens, il faut impérativement que ceux-ci ou ces biens fassent l'objet de faits infractionnels pour lesquels on est en train de poursuivre le prévenu. Donc ce n'est pas automatique. Il faut qu'il y ait une corrélation, il faut qu'il y ait un rapport entre les faits infractionnels mis à charge du prévenu et le bien qui doit faire l'objet de la saisie. Voilà pourquoi je disais tantôt que ces biens doivent faire l'objet des faits infractionnels pour lesquels on est en train de poursuivre le prévenu. Ce n'est pas une saisie qui doit se faire de façon automatique, c'est-à-dire que parce que le prévenu est poursuivi, parce que dans le cadre de l'instruction préjuridictionnelle, l'on est en train d'accuser le prévenu de tel ou tel autre fait infractionnel et par conséquent, tout ce qu'il a comme bien doit faire l'objet d'une saisie. Non, c'est pour dire que dans le cadre de l'instruction préjuridictionnelle, c'est-à-dire que mais au niveau du parquet, par exemple, l'on peut, pour des raisons d'enquête ou dans le cadre de l'instruction qui est menée par le magistrat instructeur, mettre la main, saisir les biens mobiliers ou immobiliers du prévenu. Mais ce n'est pas automatique, comme je l'ai dit. Il faudrait qu'il y ait une corrélation, il faudrait qu'il y ait un rapport direct entre des faits infractionnels imputés au prévenu ou des faits infractionnels pour lesquels l'on est en train de poursuivre les prévenus à ce bien-là. Donc, ce bien doit faire l'objet des faits infractionnels, comme je l'ai dit tantôt. Merci beaucoup.
Le week-end pascal a été marqué par un élan de solidarité envers les militaires blessés au front et les civils victimes de balles perdues. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, leur a apporté une aide financière ainsi que des vivres et non-vivres en visitant 3 structures sanitaires dont l'hôpital militaire de garnison situé dans la commune de Roachi. Rachel Misenga pour le reportage. Ce week-end à Lubumbashi était un moment particulier pour le FARDC blessé au front et les civils touchés par balles perdues. Une journée chargée. Après l'hôpital militaire de garnison, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale s'est dirigée vers l'hôpital général provincial de référence Jason Tsendoué, situé dans la commune qui porte le nom de la ville de Lubumbashi. De sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de savon ainsi que des enveloppes consistantes pour la garantie locative des blessés de guerre ont été remis aux familles. D'après le docteur Foreman Mabala, médecin directeur de l'hôpital provincial des référents Johnson Tsendoué, ces gestes de Nathalie Aziza Mounana est un signe d'amour et d'affection qu'elle porte aux héros qui se battent jour et nuit pour la défense de la patrie. Ça c'est un signal fort, surtout avec les derniers passages du chef de l'État. Elle est restée pour nous honorer. Vous voyez un jour comme un samedi, tout le monde est venu accueillir la maman, qui est la maman de nous tous ici. La maman qui permet en sorte que nous puissions prendre les vulnérables en charge en mettant à notre disposition des intrants de qualité. Nous les opérons et nous sommes très reconnaissants pour ce qu'elle fait pour nous. Parce que hormis le fait de nous doter de matériel pour notre travail, elle nous donne des éléments nutritifs qui doivent accompagner notre rétablissement. Quant au docteur Johnny Moulumba, médecin directeur de l'hôpital militaire de garnison, ces gestes redonnent la joie de vivre aux blessés des guerres et par des personnes touchées par balles perdues. C'est une première fois depuis qu'il est médecin de voir une telle action menée par un membre du gouvernement à cet hôpital. Nous lui disons sincèrement merci au nom de moi-même, le personnel ainsi que de tout le malade. Nous disons sincèrement merci pour ces gestes de cœur qui a fait en sorte que nous puissions recevoir les vivres qui peuvent aider les militaires. Il y a des blessés de guerre, il y a les démunis. Ces gestes vont aller tout droit au cœur de ces bénéficiaires. Nous avons 12 blessés de guerre qui sont en train d'être soignés ici chez nous, qui sont venus de l'Est. Mais nous soignons également d'autres malades blessés par balle, mais qui ne sont pas des militaires, qui sont au nombre de 4. Que nous sommes en train de suivre aussi. Ces gestes de la ministre des Affaires sociales a été un acte louable pour le blessé des guerres de cette région. Une alerte concernant l'anthrax a été signalée dans la région du parc de Virunga et du lac Édouard au Nord Kivu depuis le 22 mars. La question a été débattue autant que celle des inondations et de l'Mpox lors de la réunion stratégique hebdomadaire sur l'Mpox du ministère de la Santé ce lundi. Pour en savoir plus, suivez plutôt ces propos recueillis par Rachel Misenga. Cette semaine, on a noté une légère augmentation des cas comparativement à la semaine passée, la semaine 14, parce qu'autour de cette semaine, nous sommes autour de 2044 cas et 17 décès qu'on a enregistrés. Et on a eu dans les échanges à voir quels sont les défis qui se posent par rapport à la réponse Mpox. C'est qu'on a vu qu'il faut qu'on puisse relancer la vaccination, qu'on a dû reprendre déjà au niveau de Kinshasa, au niveau de la zone de santé d'Insélé. Et il a été recommandé de poursuivre, de planifier comment mettre cette vaccination aussi au niveau des provinces hotspots. Et nous comptons aussi réfléchir sur lancer la formation pour l'utilisation de vaccins japonais, de LC16, pour lequel il y a les autres doses additionnelles qui sont annoncées. Sur les inondations, il y a eu une mise à jour, c'est qu'il y a 4 provinces maintenant qui sont concernées par ces inondations. Il y a le Kinshasa, le Congo central, le Tanganyika et
et la Chouapa qui sont touchés. Et au niveau de Kinshasa, on note plus de 9000 sinistrés, plus de 9000 sinistrés qui sont au niveau des sites de prise en charge. Et on a essayé le week-end de délocaliser le site qui est au niveau de Lumumba pour le stade municipal de Bandal, parce que Lumumba c'était dans une école et les cours reprennent, donc il était important que nous puissions désengorger, libérer ce site. On a signalé des cas d'anthrax, c'est chez des animaux, des hippopotames, des buffles et même chez des vaches, parce que les prélèvements ont confirmé la présence de ce bacille au niveau de ces animaux. Et on a déjà aussi quelques cas suspects chez les humains, autour de 8 cas. Les prélèvements étaient réalisés et les échantillons au niveau de l'INRB du Goma, pour lesquels nous attendons les résultats probablement dans les prochains jours ici. Restons toujours dans le secteur de la santé. La gratuité de la maternité mise en place par le gouvernement en 2023, un programme visant à améliorer l'accès aux soins pour les femmes enceintes et à réduire les inégalités en matière de santé, suscite à ce jour des interrogations sur son impact réel et sa stabilité face aux défis qu'elle rencontre. Cette initiative qui pourtant avait pour vocation de transformer le paysage de services de santé maternelle. Gigi Nende. La maternité gratuite à Kinshasa est une initiative qui suscite beaucoup d'espoir parmi les femmes enceintes. Grâce à l'implication de l'État, les hôpitaux comme l'hôpital général Mama Emo ont mis en place des mesures idoines pour garantir réellement un accès gratuit à toutes les femmes. Cela inclut la fourniture de médicaments et des soins nécessaires pour assurer un accouchement en toute sécurité. L'État accompagne la gratuité de la maternité. Pour que cela puisse être effectif, l'État a organisé, avant de lancer la gratuité de la maternité, sous l'impulsion du ministre de la Santé, il y a des organes techniques habilités d'accompagner. Donc il y a le fonds de promotion de santé et il y a les fonds de santé. Et c'est des organes qui accompagnent la gratuité de la maternité. Le premier, le fonds de promotion de santé, lui, s'occupe de l'appui en médicaments et des petits matériels pour la réussite de cette gratuité. Et de l'autre côté, il y a le fonds de santé, lui vient pour les achats des services. Donc lorsqu'on a travaillé, à la fin du mois, il passe, il voit qu'est-ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait là, ça représente quoi comme rémunération, et puis il vient honorer. Cependant, ce programme gouvernemental qui évolue déjà normalement rencontre également des difficultés importantes. Pour l'hôpital général Mama Emo, par exemple, l'un des principaux problèmes est le manque d'espace pour accueillir toutes les femmes qui viennent accoucher. En raison d'une forte affluence, l'hôpital est souvent obligé de renvoyer certaines patientes vers d'autres établissements. Maintenant, les difficultés que nous avons, ça, il faut l'avouer, c'est un problème réel de l'espace, puisque ce que nous avons maintenant, l'espace est insuffisant. Nous, on est dans les progressions. Depuis l'arrêt des travaux de BCECO jusqu'à ce jour, il ne s'est pas continué. Et quand on se retrouve qu'on est débordé, on est obligé de demander les malades d'aller dans d'autres structures, précisément en Galiem. Des fois, on leur demande d'aller à la HJ lorsqu'on n'a plus d'espace, puisque ça aussi c'est un problème réel, l'espace est limité. Ça, il faudra que la population puisse le savoir, que quand on leur demande d'aller ailleurs, ce n'est pas qu'on refuse de les prendre en charge, c'est par rapport à l'espace, puisqu'on ne pourra pas accepter que la malade puisse dormir même au médecin. La maternité gratuite à Kinshasa représente un progrès important pour la santé des femmes. En surmontant ces difficultés, Kinshasa pourra offrir un avenir meilleur aux mamans et à leurs bébés, garantissant ainsi que chaque femme puisse accoucher en toute sécurité et dignité. Après les inondations survenues dans une ville déjà marquée par des embouteillages monstres, la promiscuité, l'absence des caniveaux et bien d'autres défis, nombreux sont ceux qui se demandent si Kinshasa répond encore aux normes urbanistiques strictes. Élément de réponse dans ce reportage.
La ville de Kinshasa, touchée par des pluies diluviennes depuis les débuts de ces mois, fait face à de nombreux dégâts. Les inondations causées par ces pluies ont rendu la circulation pénible, obligeant plusieurs personnes à quitter leur domicile. Kinshasa fait face à des défis, ne pouvant lui permettre de répondre aux normes urbanistiques modernes. En effet, Kinshasa fait face à une urbanisation rapide et à une croissance démographique exponentielle, avec une population qui dépasse largement les prévisions. Et cela crée des défis en matière d'infrastructure, de transport, de gestion des déchets, d'assainissement. Aujourd'hui, les normes urbanistiques modernes exigent une planification urbaine rigoureuse. Aujourd'hui, pour que Kinshasa puisse avoir le standard d'une ville moderne, plusieurs actions doivent être mises en place. Plusieurs actions doivent être menées. Il faudrait mettre en place un plan d'urbanisme global et cohérent qui tienne compte de l'évolution démographique et qui respecte les normes internationales en matière de développement durable. Il serait nécessaire de renforcer également les infrastructures de transport avec la mise en place d'un système de transport en commun moderne comme le métro, ce qui pourrait considérablement améliorer les questions de mobilité à Kinshasa. Il faut penser également développer le secteur immobilier en proposant des logements accessibles de qualité, ainsi que des espaces publics adaptés pour améliorer la qualité de vie des Kinois. Pensez également au renforcement des espaces verts et de respecter le principe de développement durable pour faire face aux risques liés au changement climatique et pour offrir une meilleure qualité de vie. Pour pouvoir faire face aux défis liés à la congestion de Kinshasa, envisagez de construire une autre ville à Maluku qui a une superficie de 7 948 km² pourrait répondre aux différentes préoccupations. Concernant la possibilité de construire une autre ville à Maluku, cela pourrait en théorie répondre à ces défis liés à la congestion de Kinshasa. Cependant, une telle initiative nécessiterait une planification minutieuse et un investissement massif. Construire une nouvelle ville en dehors de Kinshasa impliquerait la création d'infrastructures de base, des logements, des services publics et des transports qui seraient encore plus coûteux. Bonjour. Et cette croissance démographique pourrait représenter un défi majeur puisque la taille de la ville, elle ne pourra pas avoir autant d'infrastructures pour abriter une telle population à l'avenir. Il serait donc préférable que le gouvernement envisage des mesures adéquates à mettre en place le plus vite possible. Revenons sur la disparition du pape François. Après l'annonce de la mort du souverain pontife, certains fidèles catholiques croisés à la cathédrale Notre-Dame de Lingouala n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments, marqués surtout par le parcours inspirant de ce grand homme qui continuera de résonner dans leur mémoire. Rosie Thioyo était sur place. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ici, nous sommes à la cathédrale Notre-Dame. Alors, suite à la mort du pape François, une figure très importante pour tous les chrétiens catholiques, nous sommes ici à la rencontre de tous ces chrétiens catholiques qui n'ont pas hésité de montrer le sentiment qu'ils éprouvent suite à cette nouvelle inattendue. Mais ces chrétiens aussi n'ont pas manqué à parler du parcours marquant de ces grands hommes qui ne cessent de leur inspirer. De ma part, je suis touché, vu qu'on a perdu un père spirituel. Il prêchait pour nous, il nous aidait quand même à nous conseiller en tant que chrétien catholique. Voilà, c'est ça en fait. Et à part cela, nous sommes aussi touchés, tout un pays, vu qu'il nous a visités. On a communion ensemble avec lui. Il était ici, on a fait ce qu'on a fait. Mais brusquement, la messe d'hier, il a présidé ça. Mais ça nous a étonné, arrivé à 7h35 minutes. Et on vient de nous informer par la presse que notre pape n'est plus. Dans le corps comme humain, on peut éprouver un tout petit peu de sentiment de regret d'avoir perdu un être très cher, mais dans la foi et dans l'espérance, une joie. Une joie de savoir qu'après le dimanche de Pâques, le Saint-Père est entré aujourd'hui dans la gloire de son Père. Le pape est une très grande figure d'équilibre mondial. Et il avait placé son pontificat sur l'amour des pauvres. Et vous avez vu que dans son parcours, il avait l'œil et l'oreille attentifs aux pauvres du monde.
il n'a cessé de mener des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie de peuples qui se retrouvent dans des conditions de pauvreté. Alors mesdames et messieurs, ici nous sommes avec l'abbé Essi Kadingo, recteur de la cathédrale Notre-Dame du Congo. On n'a pas aussi manqué de parler du parcours de ces grands hommes qui ne cessera de les inspirer, qui ne cessera de résonner dans leur mémoire. Le pape est venu dans notre pays en 2023, mais déjà avant ça, il a manifesté son amour et son attachement à travers notre pays. Chaque fois qu'il y avait un événement, il ne manquait pas de faire allusion à cela dans ses prises de parole. Il voulait surtout attirer l'attention du monde entier sur la situation qui était méconnue de ce qui se passe à l'est de notre pays. Et le pape a martelé là-dessus pour que les gens n'ignorent pas, que les gens souffrent des affres de la guerre dans l'est de notre pays. Et il est venu personnellement ici pour rencontrer les victimes de la guerre. Ça, c'est un signe de solidarité particulière qu'il a manifesté à travers notre pays. Et à plusieurs reprises, il a reçu la diaspora congolaise pour des messes au Vatican, tout simplement pour montrer qu'il était très attaché à notre pays, à notre peuple. Il voulait que la guerre cesse et que nous puissions vivre dans la paix. En venant ici, il a martelé aussi le même message en invitant à mettre fin à la guerre, en invitant ceux qui exploitent notre pays à retirer leurs mains des richesses de la RDC. Il a invité les consacrés, parce qu'il a reçu les consacrés ici à la cathédrale. Il les a invités à manifester. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Au Sénégal, le budget pour la campagne agricole 2025-2026 a été fixé à 130 milliards de francs CFA. C'est donc une augmentation de 10 milliards de francs CFA comparée à la campagne précédente, selon une annonce du Premier ministre Ousmane Sonko lors du conseil interministériel consacré à la campagne agricole. Suivez. Le Sénégal a fixé un budget de 130 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2025-2026, une somme qui représente une augmentation considérable par rapport à la campagne de 2024-2025. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, l'augmentation de 10 milliards de francs CFA alloués au budget témoigne de l'engagement du gouvernement à renforcer les secteurs agricoles et à soutenir les producteurs locaux. Le projet a également pour but d'améliorer les infrastructures agricoles et d'étendre vers l'autosuffisance alimentaire selon les autorités. Une politique initiée en 2023 par le gouvernement sénégalais dotée d'une stratégie sur 5 ans estimée à 5 milliards de francs CFA. Dans la perspective de l'agenda 2050 du Sénégal, l'agriculture a été désignée comme l'un des secteurs prioritaires. Selon les autorités, la hausse du budget sera accompagnée de plusieurs initiatives telles que les traitements rapides des dossiers en attente pour les opérations et les soutiens à la certification renforcée des semences. De plus, une attention particulière sera portée sur la transformation locale et la gestion intelligente des incidents grâce à des mesures spécifiques. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des différents journaux qui ont paru ce lundi 21 avril dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse. Kabila et Matata, voilà les deux noms au centre de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À sa une, chronique éco titre Joseph Kabila Goma. Un retour controversé. Même si aucune preuve matérielle n'a été présentée, le média rapporte que Joseph Kabila, ancien président de la RDC, serait à Goma. Pour Info 27, cette présence dans un territoire meurtri est qualifiée d'acte ultime de trahison. Kabila aurait franchi, selon certains, la ligne entre silence coupable et alliance assumée. De son côté, Ferdinand Kambere, secrétaire de son parti, estime, selon la référence plus, que l'invention
l'affirmation de la présence de Kabila à Goma est une affabulation du régime Tshisekedi. Il rappelle que l'ex-président avait récemment annoncé son intention de revenir au pays pour contribuer à la paix. Est-ce une infraction, s'interroge-t-il. A-t-il foulé le sol de Goma ou pas? Questionne finalement Congo Nouveau qui conclut le mystère reste entier. Et bien que le PPRD ait démenti la présence de Kabila, Kinshasa a déjà réagi par une série de sanctions dont une mise en accusation pour haute trahison. Le journal rapporte que le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a également ordonné la saisie des biens mobiliers et immobiliers de Joseph Kabila, tandis que ses collaborateurs impliqués sont visés par des mesures restrictives. La suspension des activités du PPRD est perçue comme un signal fort. Pour le phare, ce sont des temps difficiles pour le kabiliste, mais les autorités doivent aller jusqu'au bout de leur logique. De nombreux Congolais, écrit-il, réclament la tenue d'un procès contre ceux qualifiés de gros poissons, des traîtres à la nation. Géopolice Hebdo souligne que cette crise politique survient au plus fort d'un contexte sécuritaire instable. Il y a 6 ans, la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi augurait une ère nouvelle, mais l'idylle aura été de courte durée, laissant place à la méfiance, à la suspicion et aujourd'hui à la confrontation. L'histoire rappelle que l'Afrique peine encore à dépasser les rivalités entre présidents sortants et entrants, à l'image du cas Ahidjo Biya au Cameroun en 1984. Sur le plan judiciaire, la prospérité revient sur le procès de l'ancien premier ministre Matata Ponyo, actuellement député national, poursuivi pour les détournements présumés de plus de 80 millions de dollars dans le cadre du projet Bukanga Lonzo. La prochaine audience est prévue pour ce mercredi 23 avril 2025. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a défendu l'immunité parlementaire de Matata, s'opposant à la Cour constitutionnelle dirigée par Dieudonné Kamuleta. Dans Forum des As, les sénateurs Salomon Idi Kalonda dénoncent sur son compte X un acharnement judiciaire à l'encontre de Matata Ponyo, rejoignant ainsi la position de son leader politique Moïse Katumbi. Il y voit une instrumentalisation de la justice contre un opposant, rappelant son propre passé judiciaire. Pour lui, la RDC ne peut se construire que sur un état de droit impartial et non sur des décisions arbitraires. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle les différents titres. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.